bien sûr que ça enregistre, putain. Moi, ça fait 10 minutes que je suis prêt, je vous attends là avec mon logiciel. Bon. Au commencement, une nouvelle histoire de l'humanité. Un livre du regretté David Graeber. C'est pas le moment où il faut rigoler. Donc, anthropologue et auteur du livre Bullshit Jobs, qu'on a déjà traité évidemment. Et il y a un deuxième petit auteur, qui s'appelle aussi David Wengrow, qui est archéologue. Voilà. Et donc, c'est un livre qui est le fruit de 10 ans de travaux. Et ça se voit quand même quand on le lit, c'est touffu comme bouquin. Et c'était un livre qui était dans mon radar. Mais un jour, il y a Gaël Giraud, qu'on aime bien, qui l'a recommandé dans Thinkerview. Et donc, ça m'a fait franchir le pas de le lire, parce que c'est quand même un petit pavé de 650 pages. Et Gaël Giraud, que je vais quand même beaucoup moins aimer depuis qu'il a recommandé ce livre. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ah ouais? Ouais. De quoi ça parle, à votre avis, au commencement, une nouvelle histoire de l'humanité? Je pense que c'est assez suggestif, non? C'est assez clair, quoi. Ouais. Je sais pas. Ça parle de quoi, Clem, alors? De l'histoire de l'humanité. Ouais, pourquoi une nouvelle histoire de l'humanité? Il retravaille ce qu'on connaît déjà, mais avec d'autres angles, j'imagine. Georges, tu peux aider Clem ou pas? Moi, je suis d'accord avec Clem. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ouais, donc non, en gros, ouais, c'est un peu à la mode les livres sur l'origine de l'humanité. On avait fait Sapiens de Yuval Noah Harari, on avait fait Jared Diamond là, avec de l'inégalité parmi les sociétés. Il en a fait un autre qui s'appelle Effondrement, qu'on va faire aussi. Il y avait James C. Scott, Homo Domesticus, qu'on n'a pas fait, que je connaissais pas. Et en fait, il y avait un peu Guns, Germs and Steel aussi. Ouais, en fait, Guns, Germs and Steel, il a été traduit par de l'inégalité parmi les sociétés, en fait. C'est pour ça que c'est un peu... Mais moi aussi, j'étais choqué au début. Et donc, ouais, en fait, les deux David, là, ils ont écrit ce livre, globalement, pour clasher tous ces gens-là, quoi. Donc, pour déconstruire l'histoire de l'humanité que tout le monde a en tête. Ah, donc il est postérieur au bouquin à Sapiens, par exemple? Mais c'est ça, mais dans le bouquin, il les clash ouvertement, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, ils citent des chapitres et ils font ouais, ça c'est de la merde. Et après, ils essaient de démontrer que. Voilà. J'ai pas compris ce que t'as dit, parce que t'as dit ils déconstruisent ces histoires-là, genre Sapiens et tout, mais je trouvais que déjà ces bouquins, par rapport à, je sais pas, ce que j'avais appris à l'école, ça déconstruisait, enfin, ça apportait des éléments que je connaissais pas et qui étaient pas mainstream, quoi. Ouais, bah tu vas voir, écoute, ils les clashent. Donc, en gros, ils vont dire, bah ça c'est notre vision du truc, et voilà pourquoi eux ils ont tort. Donc, on va voir ce qu'on en pense. Et donc, oui, le petit point quand même, c'est pourquoi en fait c'est intéressant de faire ça, parce que ça pourrait être juste une bataille d'anthropologues, mais eux en fait ils se justifient un peu dans l'intro, c'est-à-dire qu'ils vont dire que en fait, on s'appuie souvent sur l'histoire de l'humanité pour justifier certains arrangements politiques. Dire, je sais pas, si on a une société complexe, c'est normal qu'il y ait la police, c'est normal qu'il y ait une administration, c'est normal qu'il y ait des inégalités ou des choses comme ça. Et donc, en gros, eux, ils vont dire, en fait, si, c'est important de bien avoir une bonne idée de l'histoire, de ce qu'ont fait nos ancêtres. Parce que justement, ça peut éventuellement remettre en cause certains des discours. Donc c'est pas juste une bataille d'anthropologues. Je sais pas si ça vous va comme petite intro pour justifier ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Ouais, bah oui, même, que ce soit eux ou d'autres, quoi. Moi, je suis d'accord que. Après, ça dépend sur quelle temporalité tu te places, quoi. Il y a l'histoire récente, on va dire c'est les 100 dernières années, tu vois. Ouais. Et il y a l'histoire plus lointaine où c'est genre toute l'humanité, tu vois. Mais les deux, je trouve ça utile, genre. L'histoire récente, ça éclaire pas mal des aspects politiques ou géopolitiques, tu vois. De dire, par exemple, Vladimir, il dit l'Ukraine, ça a toujours été russe, tu vois. Regardez en 1920 ou je sais pas quoi. Et l'histoire longue, ça éclaire peut-être des aspects sociétaux ou comportementaux. On dit, ou genre les gens disent, oui, mais l'être humain a toujours été comme ça, ou oui, l'homme a toujours été le mec qui dirige la famille, ou tu vois. Et en fait. Je pense que d'avoir des éclairages historiques, que ce soit l'histoire récente ou l'histoire plus lointaine, ça permet de mieux comprendre des aspects soit sociétaux et comportementaux, soit politiques ou géopolitiques.
Ouais, bah c'est clairement le projet. Et écoute, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les différents trucs qui soulèvent. On va voir. Donc, ouais, Et tu bah, vois, je trouve ouais. que dans ces exercices, maintenant qu'on a fait quelques bouquins là-dessus, je trouve dans les exercices qui essayent d'expliquer en fait l'histoire par un certain nombre de facteurs. Là, Je trouve ce qui tu est- parles de Yuval, Diamond, machin, c'est ça? Exactement. Où tu sais, ils disent en fait si l'homme a fait ça, c'est pour telle raison ou si machin. Je trouve que enfin déjà c'est toujours intéressant de se projeter, mais je trouve que ce qui est dur c'est la pondération des facteurs entre eux, tu vois. Genre, je pense que en général ces bouquins ils sont quand même un peu renseignés, donc les mecs ont réfléchi, ont regardé des études, machin. Mais tu vois, et s'ils disent bah, dans Guns, Germs and Steel, il dit c'est le rendement agricole, c'est la présence de certains nombres d'animaux, c'est le climat qui fait qu'il y a telle zone qui s'est développée plus que d'autres. Et donc quand il le dit, on dit bah oui, ça paraît logique, machin, machin. Il y en a un autre qui dit c'est d'autres facteurs. Et je pense que personne n'a tort dans le sens où je pense que tous les facteurs évoqués par ces gens-là souvent sont pertinents. Et la question c'est comment les facteurs interagissent entre eux et la pondération des facteurs, quoi. Je sais pas si tu vois, je sais pas si je suis clair. Non, c'est clair. C'est clair. Et je sais pas si ça va arriver à fermer le débat, parce qu'en fait, dans ce livre, ce qu'ils font, c'est d'une part, ils vont introduire un peu des nouveaux concepts qu'on n'a pas vus, parce que là, tu parles, ok, c'est quoi les animaux disponibles et tout. Bon, là, ils vont introduire des nouveaux concepts. Et en plus, tu vois, en fait, c'est un pavé de 650 pages. C'est un peu dur à lire, parce qu'en fait, ils font que décrire tribu sur tribu obscure, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop. J'en veux un peu à Gaël Giraud. Mais c'est un peu ça, et c'est-à-dire qu'en fait, devant la pléthore de trucs qu'ils décrivent, en fait, au bout d'un moment, tu vas te dire ah ok, oui, j'ai compris que c'était varié, quoi. Et c'est un peu ça. Et en même temps, ils vont quand même introduire un peu des concepts où, en gros, bah, vous allez voir, on va aussi comprendre qu'il y a autre chose que forcément avoir le bon animal ou la bonne plante là où on vivait, quoi. Donc voilà. Donc si on attaque un peu le truc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que bah, les auteurs qu'on vient de citer, donc Yuval, Diamond et les semblables, là, donc qui vont se faire clasher, ils s'appuient souvent sur deux narratifs, donc eux, ils vont essayer de démonter. Et le premier des deux narratifs, c'est la tendance à s'appuyer sur le mythe du bon sauvage. Je sais pas si ça vous parle, le mythe du bon sauvage, s'il faut expliquer. Ouais, redis. Ouais. C'est possible. Ouais. Donc le mythe du bon sauvage, c'est une espèce de mythe qui dit que, en gros, avant l'invention de l'agriculture, nos ancêtres, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils étaient dans l'abondance, ils étaient tous égaux, ils n'avaient pas de chef. Et un beau jour, on a inventé l'agriculture, et là, on a eu la propriété privée, le surplus de nourriture, les inégalités, tout ça. Donc ça, c'est l'idée qui a émergé avec Rousseau. Apparemment, ils expliquent. Voilà, on a cette notion, tu sais, que, en gros, les chasseurs-cueilleurs, c'était des grands enfants qui vivaient dans l'innocent jusqu'à ce qu'on invente l'agriculture. Voilà. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, ils cueillaient des coquelicots. Ils kiffaient leur life. Voilà, ils étaient contents. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est l'épisode mythique 1, numéro 1 du Nectar. Mais ouais, Yuval Noah Harari, à un moment, il dit l'agriculture est la pire erreur de l'histoire de l'humanité. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'ils disent. Il y a vraiment cette notion, le bon sauvage, bim, l'agriculture, et là, c'est parti en couille. Donc ça vous va ou pas ouais. Un petit peu le truc qu'ils veulent déconstruire. Il y a toujours un camion chelou qui passe chez eux. C'est les poubelles. C'est un enfer, mais ça fait vraiment un bruit chelou. Mais c'est mon micro, il est hypersensible. Le micro que tu m'as fait acheter, là. Et oui, il est beaucoup trop quali. Ouais. Bon, on saura que c'est les poubelles. Donc, pour essayer de déconstruire un peu cette idée du bon sauvage, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on a quand même cette idée un petit peu que nos ancêtres étaient un peu teubés. Je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec ça. Ouais. Développe un peu. Non, mais oui, je sais pas. Enfin, qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'en gros, non, je sais pas. T'es d'accord, genre? Oui, bah après ça dépend à quelle échelle on se place, mais typiquement chasseur-cueilleur, moi je m'imagine du langage peu développé, des outils inexistants voire basiques,
des structures sociales extrêmement simplistes où genre juste le plus fort gagne, une culture inexistante parce que tu peux pas capitaliser, parce que c'est que de la transmission orale, t'as pas d'écrit, tu peux pas capitaliser à travers les générations. Donc c'est ce que je m'imagine, mais après je suis pas un connaisseur. Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'il y a un petit côté où en gros on les prend de haut. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quand même eu, pour me donner des ordres de grandeur, il y a quand même eu 200 000 ans d'histoire avec où en gros Homo sapiens existe, donc nous quoi. Et a priori, c'est quand même un animal, vu que c'est nous, en fait, qui est aussi intelligent que nous. Et donc, en fait, en 200 000 ans, en fait, il peut se passer beaucoup de choses. Quand nous, on voit ce qui s'est passé sur des durées beaucoup plus courtes. Et donc, il y a un premier point qui est, en fait, a priori, déjà, rien que par le principe que c'était des Homo sapiens, c'était pas des idiots. Et ensuite, je peux rappeler des petits trucs, c'est que la dernière ère glaciaire, elle a duré il y a 115 000 ans jusqu'à environ moins 10 000 avant Jésus-Christ. Et donc, pourquoi ça, c'est intéressant par rapport aux accomplissements de nos ancêtres, en fait, c'est que tu te dis, si tu te les pelles pendant l'ère glaciaire, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire des trucs intéressants, quoi. Donc, en gros... Tu veux dire ça gèle ton cerveau un peu ? Non, mais ça veut dire que j'imagine que t'as faim, tu peux pas, tu luttes un peu pour la survie, tout ça. Parce que l'ère glaciaire, c'est combien la température moyenne sur Terre ? Non, mais je n'ai aucune idée, genre. Ah oui. Ça se trouve, c'est une façon de parler. En fait, il fait 20. Ça se trouve, c'était juste un quart de degré de moins. Non, ouais, je sais pas. Okay. Mais du coup, ça, c'est quand même un fun fact intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a comme une espèce de compteur qui s'active à partir de moins 10 000, finalement. Parce que tu te dis, là, tu commences à être un peu plus chill. Et il y a eu un deuxième truc aussi, un autre fun fact, c'est qu'il y a 70 000 ans, il y a toute l'espèce humaine à frôler l'extinction. C'est-à-dire qu'on était à environ 1000 personnes sur Terre. Il y a combien, t'as dit ? Il y a 70 000 ans. Okay. À cause d'un super volcan en Indonésie qui a mis en PLS total tout le monde. Genre, il y avait des cendres qui ont recouvert le ciel pendant je sais pas combien d'années. Et donc, ça, c'est des petits éléments pour te dire, tu sais, aux gens qui disent s'ils étaient si intelligents que ça, pourquoi ils n'ont rien fait, pourquoi on ne retrouve rien. De 1, ils se pelaient les couilles. De 2, ils ont eu le super volcan avec quasiment extinction il y a 70 000 ans. Et de 3, ce qui a mis fin à l'ère glaciaire, maintenant, on est à peu près sûr, on pense que c'est une énorme météorite qui est tombée sur le Canada, donc plusieurs fois l'arsenal nucléaire planétaire aujourd'hui. Et après, il y a aussi mes déductions personnelles, mais qui ne sont pas tout à fait uniquement personnelles. Attends, donc il y a une météorite qui est tombée sur le Canada et qui est plusieurs fois, qui a représenté en termes de puissance plusieurs fois l'intégralité de l'arsenal nucléaire aujourd'hui sur Terre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on pense que ce qui a mis fin à ce qu'on appelle du coup le Dryas... Et l'humanité a survécu, quoi. Voilà, on pense que ce qui a mis fin au Dryas récent, ça s'appelle donc la date de moins 9700 avant Jésus-Christ, c'est maintenant, on pense que c'est une grosse météorite qui est tombée vers le Canada. Et donc, pour estimer la taille de cette météorite, je vous le dis, en gros, ça fait plusieurs fois. C'est comme si tu avais balancé plusieurs fois l'arsenal nucléaire terrestre en un coup. Et donc, en fait... après, ça fait nimp, quoi. En gros, t'as des gigantesques tsunamis, des énormes feux, t'as plein de fumée, de CO2, fonte des calottes glaciaires, inversion du Gulf Stream. Enfin, t'as des trucs, c'est la folie. Et d'ailleurs, je trouve ça ouf dans le sens où genre, ça n'a pas rendu la Terre inhabitable et il y a quand même des gens qui ont survécu, quoi. Parce que tu sais, genre, ça rejoint les bouquins qu'on a fait sur les risques existentiels, tu vois. Ouais. On dit que genre, si on balance ne serait-ce qu'un tiers de l'arsenal nucléaire disponible, l'humanité disparaît. Ouais. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est pas exactement le cas, ou peut-être, je sais pas en fait, ou peut-être faut le balancer au même endroit pour que. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, je sais pas si tu te souviens, dans le meilleur bouquin qu'on avait fait là-dessus, c'était celui de Toby Ord, où en gros, ça s'appelle The Precipice. Oui. Et tu te souviens, il avait mis une probabilité pour chaque risque d'extinction. Et en fait, finalement, les probabilités, elles étaient pas si élevées que ça. Justement parce qu'il tenait compte du fait que s'il y a une guerre nucléaire, peut-être qu'il restera 1000 personnes et puis
Oui, d'accord. Et puis tu vois, donc en gros, faut distinguer extinction totale et en mode extinction, où en gros, Partiel, quoi. c'est partiel et c'est gravissime, et voilà. Yes. Donc non, ça c'est intéressant, la météorite en moins 10 000, et aussi c'est intéressant parce que, en fait, vous savez, il y a beaucoup de mythes aussi du déluge qui sont en fait communs à plein de religions. Donc nous, on connaît forcément celui de la Bible, mais t'en as en Mésopotamie, t'en as partout. Enfin, il y a vraiment une liste à rallonge. Et donc tu te dis, c'est rigolo parce que tu te dis, c'est peut-être... Ouais, c'est issu de ça, quoi. Enfin, on sait pas, mais c'est potentiellement issu de ça. Ou alors, il y a un truc dans le cerveau humain qui fait que tu peux auto-générer ce mythe tout seul. Donc on sait pas, il y a plusieurs hypothèses, mais c'est quand même une hypothèse sympa, quoi. Et la dernière déduction personnelle que je voulais faire, c'était que, en fait, si nos ancêtres ils étaient intelligents et qu'ils avaient fait un peu des choses, en général, ils les auraient fait plutôt vers les littoraux. Et donc, vous savez, la fin de l'ère glaciaire, c'est la fonte des calottes. Et donc, en gros, tout ça, ça serait enseveli, en gros, aujourd'hui. Donc, ce qui pourrait expliquer qu'on ait du mal à trouver des choses plus anciennes que ça. Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un vrai pan de l'architecture maintenant qui se développe, qui est l'architecture sous-marine, justement, pour essayer d'aller trouver ces choses-là. Mais... Tu veux dire l'archéologie Archéologie, oui. a suivi. Oui, j'allais dire ça. Ouais. Qu'il y avait Ouais. Donc ça, c'est la première petite idée préconçue qu'ils vont essayer de découdre. Et la deuxième, je vous la fais, c'est très rapidement, c'est l'idée de Thomas Hobbes, qui est que avant, on vivait dans un monde sans merci, avec des affrontements violents entre les tribus et tout. Et Dieu merci, l'État est arrivé et a pu mettre fin à toute cette violence. Voilà, ça c'est Hobbes. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux narratifs que les deux David vont clasher, Rousseau et Hobbes. Est-ce que ça vous va? Ouais. Yes. D'accord. Bon, alors une première façon de challenger ces deux narratifs, c'est de dire que cette idée qu'on a de linéarité, dans le sens où, vous savez, on était d'abord chasseurs-cueilleurs, puis j'invente l'agriculture, puis je construis des villes, puis une admin, puis des chefs, machin. Tout ça, en gros, ils vont dire que c'est totalement faux, et ils vont essayer de démontrer que cette linéarité n'existe pas. Et en fait, ils le démontrent pas trop mal, justement, parce que, vu qu'ils décrivent 150 tribus dans le livre, ils vont essayer de démontrer qu'en fait, il y a eu des myriades d'organisations politiques différentes. Voilà, on a expérimenté plein de trucs, nos ancêtres, ils ont expérimenté plein de trucs. Et donc, voilà, on a eu des chasseurs-cueilleurs qui ont fait des monuments gigantesques, on a eu des communautés égalitaires, des démocraties. Il y a même des tribus où, pour être chef, il faut forcément être un nain. Ils expliquent que... Ah ouais, c'est ouf. Ouais, ils expliquent. En gros, tu sais, souvent quand tu trouves des tombes avec des mecs qui sont enterrés de façon faste, ouais. Souvent ils sont chelous, ils ont des difformités ou ils sont chelous. Dans ces tribus-là, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Et en fait, ouais. Non, mais peut-être tu vas le dire après, mais en fait, je trouve pas que ça contredise une forme de linéarité, mais ça dépend à quelle échelle tu te places, parce que ça me surprend pas que dans une vision un peu, un tout petit peu, où tu prends un peu de recul, tu as un sentiment de linéarité comme ça de l'évolution, mais que quand tu regardes dans le détail, tu vois qu'il y a plein de trucs qui ont été essayés, et puis à la fin, il y a un truc qui est gardé, donc je trouve pas que ça contredise ce truc-là, pour l'instant, mais peut-être que tu vas... Ouais. Alors, pour ne rien te cacher, moi non plus, je trouve pas que ça contredise ça. Dans le livre, ils font plusieurs fois, ils tentent un peu, ils disent alors vous allez nous dire que, évidemment, si on prend les choses de façon macro, ça contredit pas. Et après, ils expliquent pas vraiment. Donc, disons que la puissance du livre et la force de frappe, c'est vraiment dans le fait qu'en fait, ils listent plein de tribus. Après, c'est un peu à toi d'interpréter. Est-ce que tu trouves que ça démonte le truc? Pas. Non, moi ce que je trouve intéressant dans l'idée de linéarité, c'est que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas vraiment le message qui est passé dans les écoles et dans les musées quand on étudie l'histoire. C'est-à-dire que justement les écoles et les musées, ils vont avoir tendance à se focaliser sur les sociétés très inégalitaires,
là où tu vas avoir un grand roi, un grand pharaon avec plein de richesses produites, des grands temples, des grands monuments. Et ça, les musées, ils aiment bien. Je sais pas si vous êtes d'accord, alors qu'un truc un peu pisse, démocratique, où tout le monde est égal, c'est pas une civilisation auquel on va s'intéresser, en fait. Moi, j'ai l'impression que là, depuis très très récemment, ça pourrait redevenir sexy et attirer justement de montrer qu'il y avait d'autres façons de faire. Mais en effet, dans ce qu'on nous a enseigné, on nous enseignait plutôt les trucs où il y avait les rois et les pharaons. Ouais, et puis il y a peut-être aussi le fait que, quand t'es vachement inégalitaire, du coup, tu produis un peu des éléments prestigieux, quoi, qui restent, tu vois, genre des palaces de ouf, des pyramides, des machins. Ouais, mais et on en parle. oui, c'est justement le, oui, non, mais c'est justement le point, oui, c'est ça, Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'ils veulent dénoncer un peu. Et en fait, Ouais. c'est assez bien illustré. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre dans la section Égypte ou un truc comme ça, mais vous savez, il y a toujours la grande frise chronologique où en gros ils vous disent Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire. Je sais pas si ça vous parle, les frises. Yes. Ouais. Ouais. Et en gros, il y a entre les empires, il y a ce qu'on appelle première période intermédiaire, deuxième période intermédiaire, troisième période intermédiaire. Et en gros, c'est sous-entendu, on s'en branle un petit peu. Les trucs intermédiaires. Ouais, mais c'est marrant d'accord. en fait. Je sais pas si tu vois le truc. j'ai Je sais pas si vous fait êtes un peu gaffe, d'accord, mais même moi, je me suis surpris. Avant de lire le livre, quand j'allais au musée et que je voyais ça, je me disais juste on s'emballait qu'il n'y avait pas de pharaon. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les périodes un peu troublées. Ouais. Mm. Et non, je sais pas, vous êtes d'accord. Il y a un peu ce côté-là. Et eux, tu vois, ils disent, en fait, c'est quand même des gens qui étaient dans des sociétés quand même plutôt égalitaires, qui s'administraient très bien sans pharaon. Et donc, c'est plutôt quelque chose de... où maintenant, si on refaisait de l'archéologie un peu 2.0, il faudrait peut-être s'intéresser à ça, quoi. À ces périodes intermédiaires. Ouais. Donc ça, c'est marrant. Et pour vous illustrer un peu le côté que toutes les combinaisons ont existé, je vais citer le truc le plus connu, et ça c'est le mindfuck total de ces dernières années. C'est en Turquie, on a découvert un site qui s'appelle Göbekli Tepe. Et donc c'est 20 structures mégalithiques qui ont été édifiées en moins 10 000 avant Jésus-Christ, avec des énormes rochers de 15 tonnes impossibles à bouger. Donc ils ont réussi à bouger. Des sculptures de fous qui dépassent du rocher, où en gros il a fallu qu'ils enlèvent la pierre autour de la sculpture pour faire ça. Et donc c'est vrai que c'est un peu le symbole, cette découverte de cette espèce de remise en cause, où en gros, d'où les chasseurs-cueilleurs ils font ça. En gros, d'où les chasseurs-cueilleurs sont capables de faire des sites mégalithiques comme ça. Je sais pas si vous connaissiez ce truc Göbekli Tepe. Non. Moi, tu m'en avais parlé. Je sais pas si ça compte. Ouais, mais toi tu connaissais pas, Georges? Non. Ouais, c'est en Turquie, ça se visite, et du coup, 10 000 ans avant Jésus-Christ, en gros, chasseurs-cueilleurs, tout le monde a été choqué par le truc, mais Ouais. la Et datation. on a des explications sur comment ils ont fait. Eux, ouais, c'est-à-dire que eux, en gros, leur explication, c'est que, en fait, si tu veux, eux, ils disent que t'as pas du tout besoin d'agriculture pour pouvoir faire ce genre de truc. C'est un peu tout le bouquin. Et donc, eux, ils pensent que les chasseurs-cueilleurs se réunissaient de façon saisonnale, ça se dit? Ouais, saisonnière. Saisonnière. Quand t'avais des surplus de nourriture, et puis s'excitaient et faisaient des trucs de fou. Genre une espèce de grand voilà. festival de Par exemple. C'était la grosse stuff. Par exemple. Et puis après, quand c'était peut-être la saison avec un peu moins d'abondance, en gros, ils pouvaient se redispatcher. Ouais. Donc ça, je vous invite à regarder, parce que forcément, il y a plein d'images sur Google. Göbekli Tepe. C'est vraiment assez mindfuck. Et on peut citer aussi également, lui il cite l'arrivée de Cortés et Pizarro, donc les conquistateurs espagnols en Amérique. Et donc quand on parle de la Mésoamérique, on parle souvent de l'empire Inca et Aztèque qu'ils ont affronté. Mais apparemment on oublie de mentionner Tlaxcala,
qui est une ville qui se serait alliée avec Cortés contre les Aztèques et qui était une sorte de démocratie participative. Donc, tu avais des députés qui se réunissaient et qui débattaient à l'unanimité de ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? En gros, voilà, eux, ils disent que toutes les combinaisons ont existé. Et là, voilà, je vous ai donné 2 petits exemples. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a plein dans le bouquin. Je sais pas si ça vous va pour l'instant. Ouais, donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas nécessairement la sédentarisation d'une part, enfin l'avènement de l'agriculture et ou la révolution industrielle qui ont créé l'apparition de nouveaux modes de gouvernance. Ces modes de gouvernance ont probablement déjà été testés ou déjà été créés auparavant. Ouais. Voilà. Par contre, peut-être qu'ils ont provoqué l'expansion ou la démocratisation d'un mode de gouvernance versus un autre ou d'une organisation sociale versus un autre. Donc peut-être qu'ils ont généré genre une forme d'uniformisation ou de convergence vers un système plutôt qu'un autre. Par contre, il y a beaucoup de systèmes qui ont été testés, qui avaient été créés auparavant, quoi. C'est ce que je dis. Ouais, c'est un peu ça. Et si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, tu sais, on pense toujours... Enfin, peut-être qu'il n'y a que moi qui pense à ça, mais... Parce que je suis un débile. Le biais de généralisation. Ouais, c'est ça. Mais moi, Éric Zemmour, on pense toujours que faudrait interdire le nom Mohamed, mais en fait... Non, mais en gros, moi j'avais dans cette idée, tu sais, qu'un jour, il y a un génie qui a inventé l'agriculture. C'était Einstein, mais il y a moins de 10 000 ans. Et que tout le monde s'est dit, mais waouh, quel génie, viens, on fait tout ça, on va se mettre trop bien. Et en fait, peut-être je suis tout seul comme un con à croire ça, mais en fait, en effet, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, en fait, l'agriculture, à l'époque, les gens, ils avaient compris. C'était justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas des teubés. Mais en fait, c'était considéré comme un truc où en fait tu travailles beaucoup trop en fait. C'est juste, ça vaut pas le coup, alors que juste il suffit d'aller cueillir des trucs et chasser le mammouth et tu te mets yimbe. Donc les premières formes d'agriculture, c'était des trucs où ils disaient, tu sais, c'est des trucs où tu te fais pas trop chier, du genre t'as la rivière qui déborde et apparemment ça déverse du limon fertile. Oui. Et juste, tu sais, il y a des petits trous et puis tu peux planter des graines. Et juste, tu te barres, tu vas faire autre chose et tu reviens et paf, tu vois, ça fait des chocs à pic. Mais en fait, c'était des kiffeurs, les... Ouais, mais c'est hyper drôle. Mais juste, ils étaient là, c'est pour ça qu'on a tous cette tendance, quoi. Ouais, ils se baladaient, genre de temps en temps, ils déglinguaient une méga autruche et ça leur faisait de la bouffe pour 10 ans et après, ils allaient kiffer leur race. Mais vous étiez des débiles comme moi au niveau de... Enfin, vous pensiez qu'un jour, il y avait genre Jean-Mich qui a inventé l'agriculture et que tout le monde était émerveillé, ou vous aviez un peu quand même cette idée avant de faire... de lire Sapiens, je pense que... c'était avant je de lire m'étais pas Sapiens. posé la question. D'accord. Mais après, en lisant Sapiens, il explique quand même assez bien que c'est venu un peu au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais attends, on va voir pourquoi il le clash. Du coup, mais vas-y, ouais, Georges. Non, c'est ça, moi j'ai plus en tête de... Moi j'avais un peu la même idée que toi, mais j'ai plus en tête des facteurs qui ont abouti à genre le développement de l'agriculture, quoi, ou de la sédentarisation. Ouais, d'accord. Mais là, tu vois, en fait, ce qu'ils disent, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'ils disent qu'en Mésopotamie, donc là où ça a été inventé, donc vers moins 10 000, ils disent que tu as quand même eu 4000 ans. Donc, je sais pas si tu vois 4000 ans, enfin, 4000 ans, c'est juste... c'est plus que ce que tu peux juste même appréhender. Et juste, tu avais 4000 ans après l'invention de l'agriculture, où, en gros, tu n'avais pas encore les grandes villes sur les modèles que les musées aiment bien, ce dont on vient de parler, voilà. Donc, c'était juste des gens qui faisaient leur truc dans leur coin... qui mélangeait agriculture et chasse et cueillette. Oui, mais ça, c'est expliqué dans Sapiens. Hein. Ouais, d'accord, ouais. Que genre, je trouve qu'il le clash pas tant que ça. Je sais pas, mais moi j'avais compris ça, même sur des trucs genre le blé, où je sais pas, ils avaient remarqué en venant d'une année sur l'autre que y avait un truc qui avait poussé, donc du coup, ils ont un peu retenté de le refaire. Bon, peut-être j'avais pas les 4000 ans en tête, tu vois. Mais... Ouais, mais non, mais ok, sûrement que Sapiens il te donne les clés et un autre truc
tu vois, que j'avais pas vu forcément en lisant Sapiens, tu vois, c'est qu'ils disent aujourd'hui, on a identifié 15 centres indépendants où l'agriculture a été inventée. Ouais, mais j'allais te dire ça tout à l'heure aussi. Dans sa Ah pièce, ouais. il me semble qu'il dit que Putain, c'est mais pas toi, que en toi, tu connais par cœur, et donc du coup, Non, mais je connais pas du tout par cœur, mais ça, je me rappelle que parce que bah c'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école, quoi. Donc ça m'avait un peu surprise. En Ouais, fait. d'accord. Parce que toi, tu dis qu'à l'école, on apprend que en gros, c'est Jean-Michel qui l'a inventé et que tout le monde s'est mis trop bien après. Bah, je Et sais dans pas trop, Sapiens, mais plutôt, moi, il explique que c'est plutôt. Ouais. Que c'est Enfin, on plutôt- apprend juste la date là pour le brevet, moins 8000 invention de l'agriculture, mais on nous met pas quelque chose derrière. Donc nous, on imagine Ouais. genre que c'est Jean-Michel, et puis en fait. Oui, donc en gros, ce que tu dis, c'est que ça a été créé à plein d'endroits, enfin, ça a été découvert ou créé de plus ou moins de manière fortuite à plein d'endroits différents dans le monde, Ouais. de manière plus ou moins simultanée, et qu'après, pour aboutir à une adoption massive et à une sédentarisation, t'as eu 4000 ans, quoi. En fait, Ouais, c'est ça. Et en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, j'ai même l'impression que c'est limite pas une invention, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que les gens, ils savaient très bien que tu pouvais faire ça. C'est juste que ça valait pas le coup, en fait. Et donc, du coup, les gens, c'était très intelligent. Et pendant 4000 ans, juste, ils le faisaient pas parce que ça valait pas le coup. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça c'est devenu indispensable pour une raison X ou Y. Mais, et on sait pourquoi ça a été. On se rappelle de qu'est-ce qui a fait que c'est devenu indispensable. Dans Sapiens, je crois qu'il dit, en fait, au bout d'un moment, quand t'as poutré. Enfin, en fait, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand t'as trop de monde, que t'as épuisé la mégafaune ou les sources de nourriture facile, en gros, t'es obligé de switcher. Maintenant, eux, ils vont pas être d'accord. Ils vont te dire, il y a quand même des tribus qui ont mis en place des choses soutenables pour, en gros, pas épuiser leurs ressources et tout. Donc voilà, c'est là où ils peuvent avoir un truc à redire. Ouais. Mais dans Sapiens, oui, pardon. Non, vas-y. J'ai dit, il n'y a pas tout un truc sur le nombre, un nombre critique, quoi, au-delà duquel, il parle du nombre, quoi. Donc peut-être que ces tribus qui avaient un système soutenable, et en fait, c'est parce qu'elles dépassaient pas un certain. Elles tuaient quand il y avait trop de gens. Non, je rigole. Elles dépassaient pas un certain nombre de personnes. C'est possible qu'ils disent ça. C'est possible qu'ils disent ça, mais le fait est que eux, dans leur pléthore d'exemples, ils vont te trouver en fait plein d'exemples où en fait ça marche pas. En fait, c'est-à-dire que ils vont te donner des tribus où en fait il y a plein de monde et où en fait ils sont pas en train de faire de l'agriculture. Okay. Et c'est ce qu'on. Oui. On va en citer quelques-uns, mais c'est un peu l'esprit du livre. Ouais, d'accord. Donc, ce qu'on dit qu'en fait, l'agriculture, c'est pas déjà, ça n'a pas été inventé. C'est que des connaissances qui sont agrégées au fil du temps et que plein de gens connaissaient. Ouais. Et ce qu'on dit, c'est que ça transforme pas ton mode de vie et que ça transforme pas ton mode d'extraction de ressources ou d'alimentation. Ça le remplace uniquement s'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies, de type il commence à y avoir trop de monde ou il y a plus assez de telles ressources abondantes et t'as pas inventé tel autre système qui te permet de rendre le truc soutenable. Et du coup, dans un cas sur 3, tu t'es obligé de t'orienter vers l'agriculture pour te nourrir parce que c'est un truc qui crée des rendements élevés, quoi. Ouais, eux diront t'as pas su mettre en place la bonne organisation. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que t'as des pressions, t'as des éléments exogènes qui font que t'as besoin d'accroître tes rendements. Ces éléments exogènes étant la disparition de tel animal ou ou l'extinction de telle ressource, plus l'augmentation du nombre de gens qui composent ta tribu. Et donc en fait, ces facteurs exogènes font que tu te vois contraint d'accroître tes rendements. Un des moyens d'accroître tes rendements, c'est l'agriculture, mais c'est pas le seul moyen, quoi. Donc, en gros, moi, ce que j'ai appris, c'est que l'agriculture, tu l'adoptes pas spontanément si t'es pas obligé. Ça, moi, je savais pas. Moi, j'étais comme toi, en mode genre, les gens, ils ont découvert, ils étaient là, waouh, c'est génial, je en fait, non, c'est juste trop de taf, t'as la flemme, tu le fais pas. Si t'as le méganosaure à côté que tu peux déglinguer bien pendant 10 ans. Donc, en gros, tu le fais que sous contrainte de manque de ressources ou de multitude. Et une fois que t'as cette contrainte, ce que j'ai appris, c'est que l'agriculture et la sédentarisation, c'est pas le seul moyen de répondre à cette contrainte, et potentiellement, il y en a d'autres, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et il y a une autre idée un peu sideways, un peu sideways, en partant un peu sur le côté, juste je voulais l'évoquer parce que je trouvais ça intéressante. En fait, on dit souvent on a évolué par rapport à nos ancêtres, enfin on a cette idée qu'on est plus évolué qu'eux.
Et eux, ils essaient de challenger un peu le truc où ils disent, en fait, ça veut un peu rien dire parce que ça sous-entend qu'on est mieux qu'eux. Et quand tu dis ça, faut un peu avoir des métriques intéressantes. Or, ce qu'ils font dans le livre, c'est qu'ils vont citer plein de témoignages de gens qui auraient vécu dans les deux configurations, c'est-à-dire dans le monde moderne et chez les sauvages, entre guillemets. Donc des gens soit comme nous, soit qui sont d'origine amérindienne ici, du coup. Et à chaque fois, on a dû constater, d'après eux, que les gens ont préféré retourner chez les sauvages, entre guillemets. Donc, ceux qui ont testé les deux. Voilà, mais que ce soit les Indiens qu'on a fait venir chez nous, ou aussi l'inverse, des gens qui ont vécu chez les Indiens. Ils ont voulu rester, quoi. Voilà, ils ont voulu rester ou revenir. Et je sais pas, je peux vous demander, à votre avis, c'est quoi les raisons que les gens ils donnent pour dire, en fait, moi, je préfère aller vivre avec les Indiens plutôt que de vivre dans la société occidentale. Ils sont moins... Ouais, j'allais dire, ils sont moins stressés, puis après, je me suis dit, en même temps, si tu sais pas... tu vas pouvoir bouffer le soir, peut-être t'es quand même stressé, mais peut-être qu'ils n'ont pas ce stress-là, du coup. Non, ma réponse était un peu longue. Non, mais je pense que ils ont pas... Ils sont moins stressés, mais... Ils n'ont pas ce stress-là, en effet, parce que... en gros, ils t'expliquent qu'eux, ils laissent personne dans la pauvreté. Donc, en gros, ou la famine, ou le malheur. Donc, en gros, t'as pas de gens... d'accord. Voilà. Et justement, les Indiens qui regardaient la société occidentale comprenaient pas, en fait, comment on pouvait laisser des gens dans le malheur. En fait, c'était pas quelque chose qu'eux comprenaient. Ce qui est cité aussi, c'est la liberté sexuelle. Que justement, tu n'es plus obligé de suer pour acquérir des biens. Donc, ça veut dire qu'a priori, on partage la nourriture et puis on est content. Et puis, il n'y a pas forcément à qui a le plus gros tipi, tu vois. Et le plus fort des arguments, souvent, c'était de dire, en fait, c'est les liens sociaux. Et en fait, ça, je pense qu'on voit un peu tout ce qu'ils veulent dire. C'est... tu sais, eux, le matin, en fait, juste, ils sortent de leur tipi et ils ont juste tous leurs potes, tu vois. Et ils chillent toute la journée avec tous leurs potes. Et nous, c'est vrai que, tu vois, je sais pas, on a notre appart, notre confort et tout, mais, tu sais, nos potes, ils sont loin à chaque fois, flemme, faut s'organiser, ça prend 3 semaines pour les voir et tout. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc quand même, genre, tu sors de ton tipi et t'es avec les frères, quoi. Du coup, c'est super intéressant. Donc, c'est quoi les arguments? C'est moins de stress, plus de liens sociaux, et il y a quoi d'autre? Donc, il y a liberté sexuelle. Il y avait tu ne sues pas pour acquérir des biens, mais ça, c'est peut-être... donc, moins de travail, quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'es pas obligé d'avoir, comme dirait Philippe Biouy, de t'acheter la yaourtière. Enfin, t'as juste ton tipi et tes potes, quoi. Donc, il y a pas suer pour acquérir les biens. Il y a personne n'est laissé dans la pauvreté. Donc, je pense que ça rejoint ce que tu dis. T'as pas ce stress de « Ah, j'ai pas été bon à la chasse aujourd'hui, je vais pas manger. » Bah non, t'as les frères, juste ils te filent le bison, quoi. Et il y a surtout les liens sociaux qui sont cités. Et liberté sexuelle, c'est quoi? C'est genre, en gros, il n'y a pas l'institution du mariage ou le couple monogame et du coup, ils se cannent entre eux de ouf. Ça, je sais pas, c'est quoi les modalités de qu'est-ce que t'as le droit de faire. Okay. Ça doit dépendre des... Non, ça, je sais pas. Non, mais pour le coup, ça, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les approches comparatives. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est les mecs qui ont vécu les deux, soit parce que à l'origine, c'est des peuples genre autochtones divers et variés, ou c'est des anthropologues ou des gens venus du monde moderne et pour différentes raisons sont allés vivre dans des endroits. Ouais, c'est arrivé ça, ouais. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que il y a plein de gens qui préfèrent la version plus rustique, on va dire, ou plus sauvage. Ouais. Pour 4 arguments. T'as dit quoi? Donc, liberté sexuelle, sociabilité accrue, permanente, enfin facile. Ouais. Pas de misère, pas peur de la misère ou de la faim. Et t'as pas de matérialité. T'as pas de... Ok. Ouais.
Et ouais, et c'est cool parce que c'est un sujet qu'on aime bien aussi, je sais, parce que ça donne aussi des clés, tu sais, pour comment organiser sa vie pour être un peu plus heureux. Ouais. Et moi, de plus en plus, je me persuade qu'une des clés, ça serait de pouvoir s'arranger pour vivre avec des liberté potes sexuelle. ou... Non. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que Bien, vous ouais, en pensez? et donc, ouais. Et, Non, mais c'est le deuxième truc, parce que toi, tu disais de vivre avec les potes, d'avoir facile d'accès, et l'étape d'après, c'est C'est ça. liberté sexuelle avec les potes, quoi. C'est ça. Mais il fait passer le truc par, En Et il en soum-soum. parle pas de la liberté sexuelle. On sait pas soum-soum. pourquoi. Là, si, en je l'ai fait parle passer pas. en soum-soum. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une des clés, quoi, de se dire si jamais tu peux t'installer près des gens que t'aimes, tu vois, et que c'est pas une galère pour aller les voir et que t'es obligé de les prévenir 4 semaines avant pour que, oh, oui, on va se réserver le week-end, machin, tu vois. Enfin, c'est quand même une façon d'organiser ta vie. Je pense qu'il y a des choses à retenir là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et ouais. Et il y a aussi sur l'aspect, tu sais, moins de biens matériels ou moins de compétition sociale. Mhm. En fait, ça fait que tu travailles. Enfin, tu vois, genre, tu sais, moi, j'ai un peu ce triptyque. Enfin, après, tu sais, chacun extrapole son cas personnel, tu vois. Mais Ouais, genre, c'est ça. moi, je connais que mon cas, tu vois. Et dans mon cas, moi, ce qui m'oppresse, c'est le travail, tu vois. Je trouve, ça me gêne de ne pas pouvoir disposer librement de mon temps, sachant que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans. Donc, il me reste 32 ans en bonne santé. Et je sais que et si je ne fais rien, bah, ces 32 ans en bonne santé, je vais passer 50% de mon temps de vie éveillé à bosser pour un actionnaire ou à tapoter sur mon ordi, et ça me saoule, tu vois. Pour faire du bif, tu vois. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que si tu réduis la compétition sociale ou si tu réduis les potentialités d'achat de conneries, parce que tu vis dans la jungle, bah en fait, tu peux moins taffer, quoi. En gros. Ah oui, carrément, oui, c'est exactement ça. Oui. Parce qu'en fait, une fois que tu as subvenu à tes besoins basiques qui sont bouffés et te couvrir, quoi, après, juste tu chill et tu kiffes, quoi. Tu chill avec les frères. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que genre, s'ils étaient toute la journée préoccupés à chasser pour bouffer, ils auraient pas le temps de chill avec les frères et ils seraient quand même stressés, quoi. Tu vois ce que je veux dire. En fait, pour moi, ce que je veux dire, c'est que l'argument du stress et du lien social, il ne fonctionne que si tu as du temps libre. Et il fonctionne que si, du coup, en fait, tu subviens à tes besoins, tu vois. Facilement, quoi. Ouais. Mais là, le truc, c'est que c'est qu'on a lu des trucs et donc ça nous choque moins. Mais moi, je pense qu'il fut un temps quand même où j'avais cette espèce de vision ultra basique de oulala, c'était des pauvres, c'était la dèche, ils avaient pas la Game Boy. Enfin, tu vois, j'avais vraiment un. Putain, le truc horrible. Mais non, mais tu vois, j'avais vraiment ce raisonnement-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, genre, au premier abord, ah oui, tu te dis ça. Tu extrapoles ton cas personnel. Pas, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, tu penses à tout ce qu'ils ont pas. Tu te dis, genre, déjà, ils ont une espérance de vie de merde. Ils ont pas de dents, ils ont plus de dents à 25 ans. Non, mais c'est vrai, moi, c'est ce que je me. Genre, c'est ça que tu te dis. Ouais, ils ont plus de dents à 25 ans, ils meurent à 45 ans et ils passent leur journée à chercher de la bouffe et parfois ils bouffent pas, ils sont stressés, tu vois. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est pas le cas, en fait, ils kiffent. Ouais, c'est ça. Et truc méga intéressant là-dessus, c'est que, en fait, ça c'est un truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces indigènes là, en fait, apparemment, il y avait des indigènes intellectuels, dont le plus connu, c'est un certain Kondiaronk, hein, le fameux. Mais du coup, il n'y a pas que lui. Et il y avait pas mal d'indigènes intellectuels, justement, qui, donc ça là, on est vers 1690, 1700, qui discutaient en fait énormément avec les Occidentaux et qui avaient ces conversations. Mais en fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez des pauvres? Pourquoi vous acceptez qu'il y ait certains rois qui ont tout le pouvoir et qui vous disent quoi faire? Pourquoi les gens se rebellent pas? Pourquoi l'argent? Pourquoi la propriété? Et en fait, ce package de critiques, c'était connu sous le nom de, entre guillemets, la critique indigène. Et donc, les gens adoraient, les intellectuels, s'acheter des petits livres où, en gros, c'était des extraits de ces discussions-là. Donc, voilà, juste des discussions, des débats avec c'est trop bien, ça. Indiens. Vas-y, on va acheter la critique indigène, là, ça m'excite, moi. Mais non, mais c'est pas un livre qui s'appelle La critique indigène. Oui, je sais. C'est ok, merci. Mais oui, il y a peut-être moyen d'acheter les conversations de Kondiaronk. Ça, c'est possible.
Et le méga fun fact, c'est en fait qu'ils expliquent que en fait, alors je sais pas s'il y a un débat ou pas. Ils avaient l'air de dire il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Ils ont l'air de dire qu'en gros, l'émergence de ce qu'on a appelé les Lumières, en fait, c'est suite en grosse partie, à la critique indigène. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce genre de pensées qui ont commencé à rentrer dans le monde occidental. Et on a commencé à réfléchir, on a commencé à remettre des trucs en question, et c'est ça qui aurait provoqué cette introspection en Europe. Et ça, je trouve ça ouf, quoi. C'est un super fun fact, quoi. Non, j'avoue, c'est super intéressant. Et C'est même, funky, hein. enfin, tu vois, d'avoir des contemporains qui ont un peu critiqué, qui ont eu un autre mode de vie que le mode de vie occidental, puis après qui l'ont côtoyé et qui ont été capables d'avoir Ouais. une pensée critique, c'est pas quelque chose de commun, tu vois. Genre aujourd'hui, par défaut, tu nais dans la modernité, tu vois. À Ouais. part quelques tribus au Brésil, tu vois. Donc en fait, t'as plus cet exemple-là de quelqu'un qui a vécu relativement longtemps dans un modèle alternatif et qui est capable d'avoir une pensée critique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bah non, mais ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et peut-être pour revenir un peu sur le thème principal du livre, qui est en gros les différentes organisations politiques qui existent, en fait, il y a un truc. Alors, ça s'appelle le concept de la schismogénèse. Donc ça, je vous le donne, si vous voulez briller en société. Et notez schismogénèse. Et en fait, ça, apparemment, ça arrive, c'est arrivé partout dans l'histoire du monde. C'est un truc qu'on retrouve partout, ce concept de la schismogénèse. Et du coup, c'est important de comprendre. Et du coup, on va faire une petite étude de cas pour illustrer les propos, pour que vous compreniez c'est quoi la schismogénèse. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont comparer deux groupements de chasseurs-cueilleurs qui vivaient plus ou moins en même temps et plus ou moins au même endroit et qui faisaient des trucs complètement différents. C'est-à-dire, il va comparer les indigènes au nord de la Californie et il va comparer les indigènes de la Californie. Et donc là, on parle de leur organisation avant de rentrer en contact avec les Européens. Et donc, ils disent, au nord de la Californie, c'était des mecs qui avaient des esclaves, donc un quart de la population qui était esclave. Ils avaient des espèces d'orgies où, en gros, ils se pétaient le bide et ils faisaient des sacrifices humains. Ils avaient une aristocratie qui refusait de travailler et de se salir les mains et qui s'appuyait sur le travail des autres. Et un truc marrant, comme quoi le diable est dans les détails, ils pêchaient le poisson. Et quand tu pêches le poisson, il faut le sécher, il faut le fumer pour pouvoir le conserver. Et par contre, quand tu veux le bouffer, tu peux le bouffer quasiment tout de suite. Et en gros, le problème de faire ça, c'est que ça va créer des stocks de nourriture et attirer les voleurs. Vous voyez le truc ou pas ? Si tu le sèches et tout ça. Voilà. Parce qu'en gros, tu fournis énormément de travail pour stocker en fait de la nourriture qui est consommable tout de suite. Et du coup, tu attires les voleurs. Et du coup, il faut se protéger avec une armée et des soldats. Et donc, non loin de là, au sud, tu avais les Californiens qui, au contraire, c'était des ascètes qui consommaient de la nourriture basique, qui rejetaient l'idée d'esclave, voilà, prônant l'idée que le travail, faut compter sur soi, rejetant l'aristocratie. Et justement, ils refusaient de pêcher le poisson alors qu'ils vivaient à la mer, justement pour pas attirer les voleurs et pour pas être obligés d'avoir une armée. Et du coup, ils mangeaient des glands et des pignons de pain. Et donc, je précise à toute fin utile que apparemment, c'est des denrées qu'il faut préparer longtemps avant de les manger et qu'il faut le faire juste avant de manger. Et donc, du coup, en fait, c'est quoi la schismogénèse ? C'est le concept de développer ta société par opposition aux autres. C'est-à-dire, en fait, les autres, c'est des bolosses, viens, on fait pas comme eux. Et ça, apparemment, t'as des espèces de, je sais pas si on peut comme ça, des dyades. T'as vraiment des groupements comme ça qui se forment entre moi je suis la tribu des montagnes, toi t'es la tribu des plaines, et en gros on fait pas comme eux parce que les autres c'est des bolosses. Et parce que c'est des vrais exemples là que t'as dit, c'était pas des trucs inventés ça. Ah non, ça c'est un vrai exemple. Mais t'en as pléthore dans le livre, c'est-à-dire qu'à chaque exemple il y a des dyades. Tu peux dire les mecs d'à côté, machin. Enfin tu vois là, on avait cité les Incas et les Mayas, les Incas et les Aztèques avec Tlaxcala là où en gros eux c'était une démocratie. C'est pareil.
C'est des gens qui se sont définis par opposition aux Pas voisins. un empereur. Ouais. pas un- Et nous, c'est un truc, c'est un truc qu'on fait tous les jours, quoi. C'est, tu sais, si t'es fan de Liverpool, tu vas dire, viens, on fait pas comme les mecs qui sont fans de Chelsea. Tu vas te définir en opposition par rapport à eux. Et voilà, et ça, c'est quand même un truc hyper intéressant qui est en fait moteur de cette création de pléthore d'organisations sociales, en fait. Ah ouais. Vous voyez, c'est pas juste un tirage aléatoire, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois un peu le truc. Ça, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est marrant ça, j'aurais pas pensé. J'avoue, c'est super intéressant. Bah, en fait, il y a aussi le fait que. Comment dire? En gros, ce qui est intéressant. Enfin, ce que je comprends, moi, c'est que. En gros, quand t'es pré-mondialisation, tu vois, quand tu connais que ce qui est globalement autour de toi, hein, dans un rayon de, je sais pas, X kilomètres, tu vois. Ouais. En fait, du coup, t'as moins. Bah, tu sais, c'est très basique de dire ça, que la mondialisation génère une uniformisation, tu vois. Parce que du coup, ce qui marche le mieux, ça se connaît direct. Et par ailleurs, quand t'es mondialisé, t'as un côté winner takes all, quoi. Quand t'es performant, bah, t'accumules les richesses et tu poutres les autres à côté. Enfin, bref. Ouais. Et en gros, ce que je comprends, moi, c'est que du coup, quand t'es pré-mondialisation, en fait, t'es grandement affecté par ton environnement proche. Et du coup, donc, t'as cet aspect schismogénèse que peut-être tu as moins aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, t'es dans un système global qui est relativement uniforme. Et du coup, tu peux moins, au niveau de la structure sociale, ou au niveau de l'État, ou au niveau de l'économie, tu peux moins dire, moi, je m'inscris en opposition, ou en tout cas, c'est dans des détails. C'est au niveau plus granulaire que à l'époque où vraiment tu peux te dire, tu vois ce que je veux dire? Bah justement, en fait, c'est une question que je me suis posée, ce que tu dis, c'est qu'en fait, je me suis demandé, mais pourquoi nous, on a arrêté en fait la schismogénèse, en fait? Pourquoi on n'observe pas des pays qui se définissent par opposition à d'autres pays en disant, j'en sais rien, moi, tu sais, eux, ils font comme ça, et bah nous, on va faire le truc de Philippe Biwix, on va faire un truc low-tech et on va avoir moins de Twix, mais on va moins polluer et on va être heureux. Et en fait, si tu lis le bouquin, tu te dis, bah ouais, ça me paraît évident que c'est un truc qu'on fait tous, de se définir par opposition aux voisins. Bah, Et en après, fait, c'est marrant, tu le vois pas, en fait, dans le monde moderne. Bah, le truc, c'est qu'il faut aujourd'hui, tu as une interdépendance qui fait que tu peux moins être. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, du point de vue économique. Peut-être c'est ça. Hein, ouais. En fait, du point de vue économique, tu peux plus faire ça, quoi. Genre, si tu fais ça, tu t'appauvris, quoi. Ouais. Mais c'est marrant. Mais Ouais. là, ça revient à ce que tu dis. On pourrait choisir quand même, quoi. Tu t'appauvris. Oui. Mais c'est ce que les autres, bah, du coup, ils mangeaient jamais de poisson, alors que ça Ouais. aurait été plus simple. Mais en fait, ils se disaient, bah oui, mais en même temps, on n'a pas envie d'avoir une armée et je sais pas quoi. Et donc, Oui. mais ce choix-là, il est plus difficile à faire aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai que tu as quelques cas dans le monde de systèmes alternatifs, tu vois, genre le Bhoutan. Oui, eux, ils doivent se dire, bah, nous, on est les plus beaux et les autres, ils font mal. Bah, eux, c'est un peu la schismogénèse, tu sais, avec leur. Ils contestent le PIB, ils parlent de l'indicateur de bonheur humain ou je sais pas quoi. Ouais, donc ça peut exister. Mais c'est extrêmement rare, c'est vrai. Il y a plus que truc-là où tu as pléthore de systèmes et tu as plein de schismogénèse. Mais après, moi, je me disais, est-ce qu'il y a peut-être des schismogénèses à des. On a appris un nouveau mot, là, clairement. On est trop chaud. Je suis sûr qu'on l'utilise pas du tout comme il faut, mais c'est pas grave. Sur des détails, sur des points de détail, mais pas dans l'organisation. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, ça arrive, tu sais, tu vois une vidéo sur internet où en gros, je sais pas, c'est aux États-Unis et ils sont trop cons, tu vois. Et dans les commentaires, c'est. Des micro-schismogénèses. C'est ça. Non, mais tu vois. C'est un nouveau concept. Non, mais je sais pas, tu vois, il y a un truc où en gros, il y a un mec qui a des dreadlocks et du coup, il y a quelqu'un qui fait ah, c'est raciste d'avoir des dreadlocks. Et après, dans les commentaires, tout de suite, tu vois, non, mais ça, c'est un problème d'américain, nous, ça nous intéresse pas. Ouais, donc, tu sais, c'est genre, t'as les mêmes American problem, doesn't want to know, not interested. Et donc, oui, ça, c'est des schismogénèses, mais c'est vrai que c'est marrant parce que ça reste anecdotique, tu vois. C'est juste, c'est un peu pour rigoler. En fait, on est tous pareils, quoi. Ouais. Mais du coup, alors que là, c'est vrai que sur les exemples que tu as donnés, c'est vraiment dans des organisations de la tribu entière que c'est en opposition sur tous les points. Enfin, j'exagère, mais... Ouais. Et du coup, ça se retrouve aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure avec l'agriculture, parce que tu avais aussi
clairement des organisations où, en gros, tu avais des agriculteurs qui se définissaient par opposition aux chasseurs-cueilleurs, et tu avais des chasseurs-cueilleurs qui se définissaient par opposition aux agriculteurs en disant regardez, ces mecs qui cultivent la terre toute la journée, c'est cassos, alors que nous, on cueille des cerises et on chill dans le jacuzzi, quoi. Donc c'est important de le citer parce que c'est vraiment c'est quasiment partout dans les exemples qu'il donne. Et en plus, c'est hyper intéressant. Donc on ferait bien de pratiquer un peu la schismogénèse. Mais du coup, dans le cadre de cette schismogénèse... Oui, parlons-en. Du coup, dans le cadre de cette schismogénèse... Non, mais t'avais pas des cas où genre juste il y avait un système qui te permettait d'être plus puissant qu'un autre du point de vue de, on va dire, de l'armement ou de l'agressivité, et qui faisait que du coup, t'avais un système qui était plus expansionniste que d'autres, et du coup, ils se bouffaient entre eux, quoi. Ouais. En gros, ils cohabitent quand tu schismogénésais, genre tu cohabitais, ou à la fin il y en avait toujours un qui bouffait l'autre. Ouais, j'ai pas trop souvenir dans le livre de moments où ça fait ça. Non, j'ai plus des souvenirs où en gros t'as les mecs qui font l'agriculture, les mecs qui la font pas, les mecs qui habitent dans les montagnes, les mecs qui habitent dans les plaines, les mecs qui font l'esclavage, machin. Et ils vont pas forcément descendre poutrer les autres. Ils étaient plus en mode commerce et échange dans ce qu'ils décrivent. Maintenant, j'avoue être étonné de ne pas avoir le cas que tu cites. Ça devait sûrement exister, quoi. Parce que tu vois, peut-être qu'on mélange trop de concepts, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est comment dire, genre dans le darwinisme des systèmes, tu vois. Non, mais oui. Si tu considères qu'il y a une forme de darwinisme et que genre voilà, il y a plein de systèmes qui émergent un peu aléatoirement pour X raisons, et qu'il y en a un qui te permet d'être plus puissant, au bout d'un moment, nécessairement, il y en a un des plus puissants qui sera belliqueux. Peut-être il y en aura un puissant qui sera pacifiste en mode je suis puissant mais je m'en branle. Et il y en a un puissant qui sera belliqueux, et le puissant belliqueux va finir par poutrer toutes les autres, quoi. Non, mais en fait, moi, ce que j'avais demandé, c'est que bon, là, à la fin, on a vu que finalement, l'agriculture s'est mise partout, qu'il y a eu quand même beaucoup de systèmes plutôt avec des aristocraties, des machins, des esclaves, des trucs qui poutraient. Donc, du coup, est-ce qu'ils expliquent un peu cette transition, quoi? Non, mais je pense que c'est ce que dit Georges à un moment, c'est que c'est sûr que si t'es belliqueux, que t'as une armée, que t'as des énormes surplus de nourriture et que t'as un espèce de roi soleil ultime qui dirige tout. Et qui a un peu la folie des grandeurs et qui veut conquérir. Je sais pas quoi, c'est facile d'aller poutrer les mecs qui sont juste dans leur tipi en train de chiller avec les frères, tu vois. Donc. mais voilà, après, c'est presque évident en fait quand on le dit, mais c'est pas ça le point en fait, je pense. Le point, c'est juste que mais c'est de se rendre compte de la partie avant, quoi, et de comment ça fonctionne. C'est ça. Et donc additionnellement à la schismogénèse, mais ça on peut passer plus rapidement dessus, c'est le concept de la saisonnalité qu'on avait vu avec Göbekli Tepe. Et donc ça, c'est aussi un concept qui revient quasiment à chaque fois dans les tribus, c'est que tu as des changements d'organisation au cours de l'année, en fonction de si la nourriture est abondante ou pas. Je sais pas bien quand c'est la saison des pluies ou quand c'est pas la saison des pluies, qu'est-ce qui est abondant, qu'est-ce qui est pas abondant, mais en gros, tu avais des périodes où, en gros, il n'y a pas de chef. Tu as des périodes où il y a un chef qui apparaît. C'est pas forcément quand la nourriture est abondante, des fois c'est inversé. Mais il y avait cette alternance en fonction des saisons qui était assez intéressante. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce que juste on pourrait se dire, ok, il change d'organisation, c'est cool, tu vois. Mais ça impliquait aussi ce changement d'organisation. Ça implique que les chefs, c'est des chefs light, entre guillemets. Vous voyez un peu le truc ? C'est pas le grand soleil, ah oui, venez me récurer les ongles, machin, tu vois. C'est des chefs light où en gros tu devais en gros quand t'avais pas de chef tu devais prouver un peu que t'étais stylé, que tu faisais le taf avec les gens, que tu menais par l'exemple. C'était quand tu faisais de la merde tu dégageais tout de suite. Enfin en gros cette réorganisation saisonnière ça implique un peu de fait que tu vas pas avoir le grand babou. Mais tu dois faire tes preuves à chaque fois et que ça peut changer. Tu vas pas avoir un mec avec une couronne en plume géante et genre lui, tu peux pas tester. Le grand babou. Mais tu vois un peu le délire. Ça c'est intéressant parce que
Bon alors, un des points faibles du livre, c'est qu'ils font jamais de parallèle avec la société moderne. Mais là, tu peux te dire, c'est marrant, tu peux te dire, ouais, peut-être que de tourner plus souvent au niveau des dirigeants, ça peut être aussi une clé où tu te dis, ça permet d'avoir des chefs plus light, quoi. Donc c'est marrant. Mais tu vois, je pense que t'as... Bon, après, je pense que tu sais, je fais des théories un peu à l'emporte-pièce, tu vois, mais tu vois, genre, plus ta société est nombreuse, plus elle est complexe. Plus elle est complexe, plus c'est dur d'accéder à un poste de puissance, tu vois. J'imagine, tu vois. Et du coup, plus c'est dur d'accéder à un poste de puissance, plus ce renouvellement est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'essaye de faire un parallèle avec les structures actuelles. Tu vois, aujourd'hui, on est dans des sociétés très complexes parce qu'on est nombreux et parce qu'on communique entre nous et qu'on est interdépendants. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, tu as ce côté impermanence, tu vois. Le chef, il n'est pas permanent, en tout cas dans les démocraties. Le chef, il change, tu vois. Ouais. Mais c'est plus que pour accéder à ce stade de chef, c'est extrêmement dur parce que tu dois te faire élire, tu dois machin. Et ça fait du coup que t'as pas de renouvellement de la classe politique. Parce qu'il faut que tu sois surentraîné depuis ta jeunesse pour devenir président, quoi. Et du coup, donc, le chef est impermanent comme à l'époque. Sauf que c'est extrêmement complexe de devenir chef. Du coup, t'as une forme de reproduction qui se fait par l'entraînement, quoi. Ouais, on peut peut-être en parler de ça. Parce que là, en gros, on arrive vers la fin. On peut peut-être essayer de parler un peu de ce que tu viens de dire pour essayer de comprendre. C'est vraiment la dernière partie. Donc, comment est-ce qu'ils articulent la question que tu te poses? En fait, ils se tapent un peu un délire, ils se demandent c'est quoi la définition d'un État. Et en fait, pourquoi c'est pertinent comme question? Parce que, en fait, dans un livre où tu rejettes l'idée de linéarité, tu sais qu'il y a eu en gros bande, puis tribu, puis chefferie, puis État. En fait, quand on te demande c'est quoi la définition d'un État, t'es un peu dos au mur parce que si tu rejettes l'idée de linéarité, en fait, tu peux pas trop, tu peux pas trop utiliser sur le fait que tu as eu une espèce d'évolution linéaire qui mène à une espèce de structure qu'on pourrait appeler un État. Donc, ils sont un peu embêtés. Et Mais ils le disent ça ou c'est toi qui remarques qu'ils sont embêtés? Non, mais comment te dire? Oui, ils remarquent qu'ils sont embêtés, mais c'est-à-dire que vu qu'ils partent du principe que c'est les autres qui sont des tocards, à aucun. Enfin, tu vois, ils sont pas d'une humilité infinie non plus. Donc ouais, tu sais, en fait, ils jouent à un petit jeu où ils donnent plein de définitions des États. Oui, c'est le monopole de la violence et tout, et à chaque fois, ils trouvent une tribu où en gros, ça marche pas. Mais plutôt que d'aller là-dedans... ils ont un deck de tribus. Non, mais c'est incroyable. C'est une sorte de bataille de tribus. 650 pages de ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Gaël Giraud, il a kiffé. Et en fait, plutôt que de jouer à ce jeu-là, qui est pas forcément intéressant, en fait, c'est quoi, en fait, du coup, leur approche à eux? On peut se demander, donc, ok, si eux, ils devaient définir c'est quoi un État, comment ils feraient, justement, sans passer par cette histoire de linéarité. Et c'est là où ça devient un peu intéressant. C'est-à-dire que eux, ils vont expliquer qu'il y a 3 principes qui sont à la base du pouvoir. Et donc là, ça devient intéressant. Ils disent 1, c'est le contrôle de la violence ou le monopole de la violence. 2, c'est le contrôle de l'information. Et 3, c'est le charisme individuel. Donc c'est ces 3 points qu'ils citent. Et c'est marrant parce que dans le livre, ils parlent de Kim Kardashian. Et donc pour une fois que c'est pas un délire à la con à moi. Et je peux vous dire aussi que c'est un moment dans le livre où tu respires parce que c'est un moment où il parle pas d'une tribu, tu vois. Donc c'est vraiment à la fin du livre, la tribu des Kardashians, tu rigoles ou quoi? Non, mais ça commence à être ça commence à vite faire ressembler à un essai parce que genre ils arrêtent de citer tribu après tribu et donc c'est vraiment un moment où tu respires. Et donc ils te disent donc imagine Kim Kardashian, elle se promène dans la rue avec un gros collier, qu'est-ce qui va t'empêcher de lui voler ce gros collier? Et donc par rapport aux 3 points qu'ils ont cités, ils vont te dire la violence. Parce que si tu essaies de lui voler son collier, elle a sûrement des gardes du corps qui vont te marave, ou alors tout simplement la police va te marave. Donc ça, c'était le point numéro 1. Qu'est-ce qui t'empêche de lui voler son collier? C'est l'information, parce que si elle le planque dans un coffre-fort avec une combinaison dans son manoir, tu vas pas pouvoir lui voler. Et 3e truc qui t'empêche de lui voler,
c'est le charisme. C'est-à-dire que si tu te dis que Kim, c'est la plus belle et la plus talentueuse et qui mérite son collier, ben en gros, personne ne va lui enlever. Et donc, pourquoi c'est important de définir ces 3 clés du pouvoir ? Parce qu'en fait, ils vont te dire que, tu vois, ils vont te donner des exemples de tribus ou de groupements d'humains, je ne sais même plus comment les appeler. Et là, il revient à nos tribus. Voilà. Et là, t'es vénère, il revient à nos tribus. Où, en gros, dans ces exemples-là, chacune des tribus, chacun des groupements d'humains possède une des 3 caractéristiques sans posséder les 2 autres. Tu vois ? Et donc, ils vont appeler ça... Mais genre, il y en a, ils ont le monopole de la violence et de l'information, mais ils ont pas le charisme. Voilà. Non. Ils en ont qu'un. Ils ont que le charisme, des fois. Ils en ont qu'un. Et des fois, ils en ont qu'un, d'accord. Voilà, c'est ça. Ils en ont qu'un. Et, oui, parce que l'aspect charisme, c'est un peu subjectif, quoi. Bah si, il y en a, tu vas voir. Non, tu vas voir, ils en ont qu'un. Ils ont que le charisme. Voilà, parce que justement, est-ce que tu as compris qu'ils avaient un deck infini de tribus ou t'as pas encore compris ? Donc attends, je vais te les donner les exemples. Et donc ça, quand tu as un seul des 3, ça s'appelle un régime de premier ordre. Et donc, enfin, ça s'appelle, c'est la définition qu'ils donnent. Et donc du coup, ils vont te donner comme exemple les Natchez, donc c'est des Indiens d'Amérique du Nord. Ils avaient un chef qui s'appelait le Grand Soleil. Et et non pas le grand babou. Et non pas le grand babou. Il était trop stylé. Et il était trop stylé. Et le grand chef, apparemment, il pouvait imposer ses ordres. Donc, il arrive et il peut t'ordonner ce que tu veux. Mais c'est juste qu'en fait, les gens, du coup, juste qui n'avaient pas envie qu'il les saoule, juste ils partaient plus loin, tu vois. Et donc, en gros, le grand chef, il pouvait imposer ses ordres que dans un rayon de 10 mètres où il était. Et donc, il était tout seul, quoi. Non, mais c'est... Regarde, il est mort là. Et genre, le chef, il te pourchassait. Tu courais pour pas... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'avait pas, en gros, un réseau d'informations. C'est juste, en gros, là où il était, il fallait lui obéir. Et la plupart des gens, vu qu'il leur cassait les couilles, il s'installait avec une maison loin du grand babou, quoi. Mais donc, ils étaient plus dans la tribu, quoi. Si, mais juste, ils se mettent loin de lui, tu vois. Comme ça, ils le voient pas et ils interagissent pas avec lui, tu vois. Regarde. Et oui. Et non, mais ça... Non, mais on est d'accord, ça fait sens. Non, moi, j'ai pas compris, du coup, l'intérêt. Donc, ce gars, ça, c'est la... Mais c'est un exemple. C'est une tribu où, en gros, t'as que le charisme, si je comprends bien. Non, t'as que la monopole de la violence, sans l'information et sans le charisme. Genre, en gros, genre dans la tribu, il y avait un accord tacite. Oui, genre, il a compris, ça me fait... Dans la tribu, il y avait un accord. En gros, ils étaient tous d'accord. Genre, on est obligé d'obéir au grand soleil parce que c'est notre dieu et on est éduqué depuis qu'on est petit pour obéir au grand soleil. Voilà. Donc, il avait le monopole de la violence par définition parce que la tribu le lui accordait parce que c'était le grand soleil. Mais il n'était pas stylé, donc les gens, ils faisaient parce qu'ils étaient obligés de donner ses ordres parce que c'était la loi de la tribu et parce que sinon t'étais exorcisé ou t'étais un bolos. Mais le mec, genre, il était pas stylé, donc t'avais envie de t'éloigner. Et en plus, genre, il avait pas le moyen de projeter sa puissance ailleurs parce que il n'avait pas d'informations de ces stars. Ouais. Et ce qu'ils expliquent, c'est que les émissaires du Grand Soleil, en fait, c'était pas, tu vois, vu que c'est pas le Grand Soleil, les gens ils s'en battaient les steaks, tu vois. Genre, okay, ouais, c'est ça. Tu pouvais être émissaire du Grand Soleil. Une personne. C'est ça. Tu pouvais être émissaire, genre personne t'écoutait. Okay. Ouais, mais genre, j'ai compris. Ouais. Et donc ça c'est un exemple où en gros t'as monopole de la violence mais sans genre, elle est restée longtemps cette tribu. Non, mais j'en sais rien. C'est Natchez, Natchez. Voilà. On aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on aime beaucoup. Donc ça c'est ceux qui avaient que le chef, quoi. Donc ils avaient un seul des 3 piliers. Et ensuite, tu as un autre exemple qui est du coup, on peut les appeler les pré-Incas, donc ça s'appelle Chavin de Huántar, au Pérou. Et eux, ils avaient des leaders qui étaient des leaders parce qu'ils possédaient l'information. Et donc, je sais pas, ils avaient un espèce de savoir ésotérique, religieux à la con. Et en gros, ils étaient leaders par l'information. Et tu peux imaginer... tu peux imaginer être leader par l'information, c'est-à-dire que, imagine, t'es expert sur un sujet. En gros, t'es leader par l'information, quoi. Genre, si tu veux...
je sais pas, vous voyez bien au taf, quoi. Si en gros, Georges, demain, il veut construire une centrale nucléaire, il va demander son avis au mec qui sait construire une centrale nucléaire, et il va pas trop pouvoir intervenir, tu vois, dans les explications du mec, tu vois. Enfin, c'est, en gros, le mec, il va... En gros, ça revient à prendre des décisions tout seul, en gros, quand tu possèdes, t'es tout seul à posséder le savoir. Et donc, Oui, et puis les gens t'obéissent, quoi. Si c'est un savoir qui est intéressant pour eux. Exactement. Donc, quand c'est un savoir qui est pertinent, du coup, les gens t'obéissent. Et donc, voilà, il y a cet exemple des pré-Incas. J'avais noté, Georges, si tu veux faire un flan au chocolat, tu vas écouter Jean-François Piège. Voilà, mais ça marche aussi avec la centrale nucléaire. Donc ça, c'est toujours un régime du premier ordre, mais qui n'a que l'information. Et après, tu as aussi le régime... on n'a pas les mecs qui ont que le charisme. Mais si, mais j'étais sûr que t'allais faire chier, donc je vais te les donner. Et donc du coup, t'avais le troisième, c'est les Olmecs. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est assez connu, les Olmecs. C'est avant les Incas et les Mayas. Et ils faisaient des espèces de têtes géantes en pierre. Donc en gros, si vous allez faire du tourisme, vous allez voir les têtes géantes des Olmecs, c'est rigolo. Vous pouvez taper dans Google Giant Head Olmec. Et en fait, eux, leur délire, c'est que en fait, ils jouaient au ballon. Et donc, ils avaient des stades qu'on peut visiter. Mais les Incas et les Mayas, les Mayas et les Aztèques, pardon, ils avaient des stades aussi. Et en gros, ils jouaient au ballon et c'était vachement populaire. Et en gros, les mecs qui étaient un peu des stars au jeu du ballon, en gros, c'était des sortes de chefs par le charisme, quoi. En gros, quand t'étais fort au ballon, tu pouvais ordonner un petit peu les gens. Et donc, ça, c'est un peu le troisième exemple qui est, en gros, juste, c'est pas monopole de la violence, c'est pas l'information, et c'est règne par le charisme. C'est les Olmecs. Et... mais je sais pas si ça vous dit quelque chose, le foot maya et le foot aztèque et les stades que tu peux visiter, c'est hyper connu. Ils ont des stades de foot, quoi, en gros, c'est trop marrant, quoi. Ok, je connaissais pas. Et ils jouent avec une espèce de balle en caoutchouc et en gros, c'est trop chelou, c'est-à-dire que t'as pas le droit de taper avec le pied ni avec la main, mais tu dois taper avec la hanche, la balle. Et donc du coup, tu te faisais trop mal, quoi, parce qu'en gros, tu devais te jeter par terre et taper la balle avec la hanche. Ouais. Et tu sais, ça fait trop mal parce que c'est de la pierre en bas. What the fuck, ouais. Mais... Et c'était obscur. À aucun moment, il y en a qui se sont dit, on a des membres... Hein, on a des membres qui permettent de... Non, mais après c'est juste que c'était trop facile d'utiliser le pied ou la hanche dans le cadre des règles du jeu qui ont évidemment évolué entre les Mayas, les Aztèques et les Olmecs. Mais ouais, en gros... genre la balle, elle était par terre. Mais la balle, elle est par terre et tu sais, tu te jettes et tu tapes avec ta hanche et du coup, ouais, tu te fais hyper mal. Ouais, ouais, tu fais des dérapés pour que ça tape. C'est ça, ouais. C'est un enfer. Ouais. Ça a l'air horrible. Et encore sur le sable, pourquoi pas. Mais non, mais ouais. Mais genre un match, ça dure combien le temps qu'ils tous ils sneak la hanche, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'il y avait des règles différentes en fonction des époques, parce que vraiment, ça a duré 1000 ans, mais en gros, il y avait un principe ils ont tenu 1000 ans, quand même. Ouais, ils ont pas dérogé du principe qu'il fallait taper avec la hanche. Ça, c'est resté, quoi. Ouais. Genre tout a changé par contre cet élément-là. Je vais me renseigner, c'est génial. Ouais, vous regarderez sur YouTube, il y a des mecs qui tentent de le remettre au goût du jour. Et de dire oui, il faut que ça va devenir plus populaire que le foot et tout, c'est un jeu ancestral, machin. Et donc ils font ça. Ça serait ouf. Voilà. Donc ouais, les Olmecs et leur jeu de ballon. Et regarde, Georges, il est en train de regarder. J'avoue, on voit. Regardez, Georges, le jeu du ballon des Mayas. Et oui, et t'avais genre un ballon de basket qui était comme un anneau en or qui était 2 fois plus haut. Et genre, si tu mettais la balle dedans, avec ta hanche, ce qui est impossible. Du coup, là, c'était la fin du game. Tu vois. Là, t'étais un ou une. Est-ce que les femmes, elles pouvaient. Je n'ai pas cette information. Donc, en gros. Ce qu'on raconte, c'est que comment ils déconstruisent un petit peu leur idée de linéarité, c'est que en fait, pour eux, un régime du premier ordre, c'est un régime qui a un seul des trois items qu'on a cités. Et en fait, quand on demande à quelqu'un, une personne lambda dans la rue, elle va avoir tendance à dire que ces gens-là, c'est pas vraiment des États. C'est un peu admis. Tu vois, quand tu regardes la gueule qu'ils ont, monsieur, madame, tout le monde te dit c'est pas un État.
Par contre, ils disent que quand tu commences à avoir affaire à des régimes du second ordre, donc des régimes qui ont 2 des 3 features, là, il va citer l'Égypte antique, les Incas, avec un chef qui s'octroie le droit de faire obéir tout le monde et une administration qui permet d'étendre ce pouvoir. Donc ça, c'est l'Égypte et les Incas. Et après, tu as aussi, on va pas toutes les faire, mais tu as aussi toutes les autres combinaisons. Et là, pour le coup, quand tu as un régime du second ordre, tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt OK, ça, c'est plutôt un État, quoi. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, en fait, ça montre déjà que ça casse cette idée de linéarité. C'est-à-dire, tu sais, t'as pas une administration, puis ensuite un chef, puis ensuite un truc. En fait, il y a toutes les combinaisons qui sont possibles et qui existent. Il n'y a pas d'ordre. Parce qu'il y a eu des premiers ordres et des seconds ordres qui ont... Ouais, voilà. Enfin, tu vois, déjà, tu as plein de premiers ordres avec une des 3 features. Et tu as plein de second ordre avec juste une combinaison différente. 1 et 3, 2 et 3, 1 et 2. Tu vois. Et donc... ouais, c'est ça. Et donc, voilà, du coup, c'est... Mais ça, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas... Ce qu'il dit, c'est que ça a coexisté. Ouais, ça a coexisté. Des second ordre et des premiers ordres. Ouais, tout à fait. Sinon, c'est un peu linéaire. C'est ça. Et fun fact, nous, on est dans un régime de 3e ordre, du coup, parce que ils expliquent que l'État a le monopole de la violence. Bien souvent, les politiques et les puissants sont au-dessus des lois. On a une administration étendue, parce que, ok, on a le pass sanitaire et tout, mais on a aussi la carte bancaire, les revenus, on sait combien tu gagnes, ton adresse, tout ça. Enfin, vraiment une information étendue pour permettre d'appliquer la violence. C'est-à-dire que si tu ne payes pas tes impôts, il y a quelqu'un qui va venir te chercher et tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des leaders charismatiques dans le sens où c'est pas un tirage au sort qui va faire qu'on élit les dirigeants. Typiquement, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est un combat de coudes entre des personnalités hors normes. Et là, ça rejoint un peu ce que tu disais, Georges. C'est qu'en gros, c'est des gars hors normes qui vont batailler entre eux. Et en gros, les paysans, quoi, nous, juste on va devoir choisir entre les mecs hors normes, quoi. Tu vois le truc ? Ouais. Et donc, nous, on est dans un système de 3e ordre, du coup, d'après leur définition. Et mine de rien, je trouve ça un peu intéressant quand même, comme approche. C'est original, en tout cas. Je sais pas si j'arrive à en déduire des choses qui sont la folie, mais je sais pas si vous trouvez que c'est... Non, mais oui, ça donne une grille de lecture. Ouais, ça donne une grille de lecture du coup, un peu nouvelle. Regardes autrement. Ouais. Mais là, du coup, j'imagine qu'ils ne rentrent pas trop dans le détail, mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'a que des régimes de 3e ordre ou est-ce qu'on est encore... Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Mix. Non. Et toi, Georges ? Non, moi je trouve ça assez intéressant. Il est encore sur le roi soleil. non, mais j'avoue, je sais pas trop quoi faire de cette information, mais c'est intéressant. Non, mais si, en fait, ce que je vais faire, c'est juste dès que je vais rencontrer quelqu'un, je vais voir il est de quel ordre, tu vois. Mais à part ça, tu vois. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, mais ce qui en même temps est pas intéressant, et ce qui est un peu énervant, c'est que, en fait, déjà, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le père David Graeber, là, en fait, il se réclame du mouvement anarchiste. Et donc, du coup, de un, moi, je connais pas bien. Et de deux, il y a cette espèce de théorie, si j'ai bien compris, dans le mouvement anarchiste, qui est, en gros, on veut pas qu'il y ait des gens qui ont le monopole de la violence, on veut pas le monopole de l'information, on veut pas ces combats de coq, machin, pour qui va être le chef. On veut pas d'État, quoi. C'est ça, là. Voilà. Mais du coup, sur le papier, ça paraît cool, mais c'est vrai que, du coup, dans le livre, il n'y a pas d'alternatives modernes. Il y a des alternatives dans le sens, ils te montrent des tribus il y a 10 000 ans qui fonctionnaient bien, donc ça c'est cool, pour le coup ça c'est intéressant, ils ont fait un vrai travail. Mais tu restes un peu sur ta faim si tu te dis, ok, ils ont l'air de critiquer ça, mais qu'est-ce qu'ils proposent ?
Tu vois, bah là, tu vas rester un petit peu sur ta faim. Mais du coup, si tu as l'air de dire, ce qu'ils proposent, c'est un espèce d'ordre zéro, du coup. Enfin, pas ce qu'ils proposent, mais le courant anarchique, c'est que tu n'as aucun des trois. Et est-ce que dans les tribus qu'ils citent, il y en a qui sont d'ordre zéro, quoi? Est-ce qu'on peut toutes leur trouver soit le monopole de la violence, soit je sais pas quoi Non, mais c'est là où je reste un peu sur ma faim, d'accord. justement. Je peux faire la conclusion. Déjà, la conclusion, elle est relou. Parce que au moment où tu as fait le truc, où en gros ça part un peu en essai avec Kim Kardashian et tout, tu vois, qui développe des idées, tu arrives à la conclusion, tu t'es tapé 650 pages, tu vas dire ok, là il va y avoir une petite synthèse, un truc, et là il recommence à décrire des tribus. Donc là, là, tu les as juste là, je les ai maudits, j'ai maudit Gaël Giraud, j'en avais trop marre. Voilà. Tu faisais que râler en lisant ce livre. Ouais, j'en pouvais plus, franchement. C'est le témoignage de. Non, mais ouais, et du coup, j'en avais trop marre. Et en gros, ça finit comment? En gros, ça finit sur le fait, ils disent, bah, si tu regardes l'histoire de l'humanité, ça te suggère que la démocratie participative est possible dans les grandes structures. Voilà. Donc ça, ils estiment qu'ils l'ont démontré avec pléthore de tribus. Donc ils disent que s'il y avait des villes qui reposaient sur le consensus qui pouvait exister il y a des milliers d'années, qu'est-ce qui nous empêche de les recréer avec les technologies d'aujourd'hui pour aller au-delà des distances et des nombres? Voilà. Et donc, voilà, c'est cette question ouverte sur laquelle ils finissent. Mais moi, je reste un peu sur ma faim, tu vois. Je me dis, mais ok, Cimer, quoi. Mais enfin, tu vois. Mais moi déjà, mais après, c'est peut-être. À aucun moment dans ce que tu nous as décrit des tribus et tout, il y avait de nombre. Parce que tu vois, la tribu des Nord-Californiens et Californiens, s'ils étaient 20 et 20, tu vois, c'est pas la même chose que s'ils étaient 5000 et 5000, tu vois. Oui, Je sais pas s'ils donnent des ordres de oui, je suis grandeur d'accord. dans le livre. Bah non, mais j'ai pas estimé ça intéressant Ouais. de vous décrire toutes les tribus du Non, bouquin. non, Mais en effet, oui, Ils disent, il y a des exemples avec des grandes agglomérations, Ok. en effet, où en gros ils avaient réussi à s'organiser sans chef. Ok. Il y a même eu des fois où tu as l'impression qu'il y a eu une révolution. C'est-à-dire, en gros, tu sais, avais des grands temples et des grandes constructions, et en gros, tu vois, si tu fais un peu d'archéologie, que en gros, les gens se sont rebellés, ils ont pété les trucs, et ils ont fait un espèce de centre-ville égalitaire, avec tout le monde avec la même maison, une organisation et tout. Donc oui, clairement, ça, ils le démontrent, que ça a existé. Donc ça c'est bien fait. Donc ils le démontrent. Par contre, voilà, ça reste un bouquin où tu te bases sur des tribus anciennes, et tu... Oui. Il y a l'étape. Ouais. Oui, c'est ça. En gros, c'est qu'il va falloir que tu te retapes un autre bouquin de 600 pages. Non, non, mais après, c'est vrai, moi je trouve ça intéressant quand même. Ouais, t'as des axes intéressants quand même. Voilà, tu as des axes intéressants qui sont l'analyse comparative de structures sociales qui ont existé. Et je pense que la multitude permet de faire avancer différents points ou différentes théories auxquelles tu n'avais pas pensé auparavant. Tu vois. Donc peut-être qu'ils exagèrent un peu sur le listing des 150 tribus, tu vois. Mais je pense que le nombre, ça a une utilité, tu vois, qui est de dire... voilà. Donc je pense qu'il y a le côté... Tu as eu des structures où il y avait d'autres types d'organisations, type démocratie participative ou autre, qui ont fonctionné avec un volume conséquent de gens. Et donc, mais après, je vois ton point qui est de dire, bah, sont pas allés à l'étape d'après, qui est d'essayer d'actualiser un système comme ça, comment ça pourrait s'organiser dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et aussi, puis ils n'ont pas fait un autre effort qui aurait pu être intéressant, c'est de dire, ok, ça a existé auparavant, bah, du coup, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce soit si monolithique que ça? Peut-être qu'ils l'ont fait, ou je sais pas, ou peut-être c'était pas l'objet du bouquin, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qui... Peut-être avant, il y avait une multitude, aujourd'hui, c'est quand même relativement monolithique comme système. Ouais. Nous, on a émis l'hypothèse que c'est parce qu'il y a interdépendance économique et informationnelle, parce qu'on maintenant, on connaît tout sur tout. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons, tu vois, je sais. Bah, ouais, je peux donner un élément de réponse là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant, on l'a pas dit, mais en fait, la grosse séparation à laquelle on avait accès, nous, c'est l'Europe et l'Amérique. En gros, on s'était pas parlé jusque à assez récemment. Et en gros, eux, ils essaient quand même de démontrer à un moment que si on les avait laissés tranquilles, ils seraient probablement partis vers une autre direction. Donc, les Américains
Ouais. Donc il y a ça à un moment, Ouais. ok, why not? Donc ça répond un peu à ta question, pourquoi c'est autant monolithique? Bah c'est juste On s'est ramené en Amérique, on s'est ramené, Oui, donc on a ça imposé rejoint notre notre style. aspect de quand il y a un Ouais. mec suffisamment puissant et belliqueux, bah, il va poutrer les autres s'il a les moyens de le faire, quoi. Ouais, il y a un peu ça. Ouais. Et je pense aussi, j'ai un peu réfléchi, mais en fait, je pense que c'est un livre qui se tient. Ils font ce gros travail anthropologique. Je pense qu'il y a des gens qui kiffent lire les différentes tribus. Tu sais, hein, c'est le petit bonbon de la journée. Ah, vas-y, la 130e tribu, qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, je pense qu'il y a aussi, moi, une méconnaissance du mouvement anarchiste qui fait que, en fait, probablement qu'il suffit juste de lire un bouquin sur l'anarchisme et ils vont t'expliquer pourquoi ils pensent que c'est bien, qu'il n'y ait pas la violence, monopole, information, tout ça, quoi. Donc je pense que je pense que c'est un peu la base de l'anarchisme et que ça doit être expliqué dans plein d'autres bouquins et que du coup ils se sont pas sentis obligés de faire un chapitre là-dessus. Donc ça, je pense que c'est possible, Oui. on leur pardonnera, tu vois. Oui, et puis peut-être qu'ils voilà, ils ont peut-être dû se dire, on se concentre sur un objectif qui est de un peu déconstruire cette ça. image que tout le monde a que le système actuel est le seul système possible ou le meilleur système ou le moins pire. Ouais. Et en fait, ils essayent de déconstruire ça, donc faire une étape zéro de un peu nous déformater, tu vois. Et après, peut-être que l'espoir derrière, c'est que nous, on aille se renseigner ailleurs. Ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'ils voulaient faire une suite au bouquin. Tu vois. Ouais, et je serais intéressé s'il y a des gens aussi qui l'ont lu et qui ont kiffé, justement pour venir me dire que si, ça existe, des gens qui ont bien aimé ce livre. Ou qui au contraire se sont un peu retrouvés comme moi, écoutez, en avoir un peu marre vers la fin, quoi. Donc, et tu veux pas des gens qui te conseillent des bouquins sur l'anarchie? Ah oui, si vous avez des conseils, en effet, sur l'anarchie, ça peut être intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter... On prend du 600 pages minimum, sinon. mais fun fact, dans la librairie à côté de chez moi, il y avait un bouquin sur l'anarchie et il était un peu long. Il était un peu long et du coup j'ai fait ouais non. Je le prends pas. Ouais, c'était genre l'anthologie de non, tu vois. Donc on veut bien un truc moins de 100 pages. Voilà, moins de 1000 pages. Un petit fascicule. Donc yes, je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose sur ce petit bouquin? Ça va. Non, ça va, c'est bien. Merci de te la taper. Pour nous extraire le nectar bien. Des meilleures tribus. Allez, bisous. Salut. Ciao.